Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'en profite pour vous rappeler que je compte sur vous pour le succès de ce journal quotidien. Aussi, prenez une petite seconde pour cliquer sur le pouce en l'air juste en bas. Et puis bien sûr, écrivez-nous dans les commentaires. Au programme de cette édition, le cap des 3 années de guerre ouverte se profile pour l'Ukraine, sans véritable perspective de paix. La conférence de Munich, organisée à partir de vendredi, devrait être un nouveau coup d'épée dans l'eau avant que Donald Trump et Vladimir Poutine décident conjointement de s'asseoir à la table des négociations. En Palestine, les échanges d'otages et de prisonniers se poursuivent, mais l'accord entre le Hamas et Tel Aviv est de plus en plus menacé. Les déclarations du président américain sur Gaza ont jeté de l'huile sur le feu. Nous reviendrons ensuite en France avec les nombreuses contradictions d'Emmanuel Macron, cette fois en matière énergétique. Et puis nous évoquerons les rebondissements d'un feuilleton judiciaire qui secoue la ville de Nice, une affaire qui pourrait avoir des répercussions nationales. C'est un triste 3e anniversaire qui se profile pour l'Europe. 3 ans après l'entrée des troupes russes en Ukraine, une nouvelle conférence sur la sécurité aura lieu vendredi. Une réunion organisée à Munich qui peinera à dessiner les perspectives de paix. Le point tout de suite. La paix de Donald Trump va-t-elle éclore à Munich ? Pendant la campagne présidentielle, il avait promis que 24 heures lui suffiraient pour régler le conflit armé en Ukraine. Force est de constater que la situation n'avait pas été bien appréhendée par ses conseils. La raison de ces lenteurs ? Probablement une part importante de déni du réel quant à la situation sur le terrain. En effet, si Donald Trump annonce régulièrement qu'un entretien avec Vladimir Poutine est imminent, il semble oublier que le président russe n'est pas pressé par le temps. Sur le terrain, ses soldats avancent quotidiennement, gagnant ainsi du terrain vers l'ouest. La logique de Moscou est donc de poursuivre les opérations dans le cadre d'une guerre d'attrition qui épuise les ressources humaines et d'artillerie ukrainienne. Des ressources d'autant plus mises sous tension depuis le retour aux affaires de Donald Trump et le gel de l'aide militaire de Washington. En effet, le président américain a décidé de réclamer un accès aux terres rares ukrainiennes pour remettre un budget sur la table. Dans ce cadre, Trump a justifié ses exigences par l'hypothèse que l'Ukraine devienne russe. Une parole décomplexée qui a permis à LCI de reconnecter quelques-uns de ses fils. Ça va dépendre de quoi ? Eh bien, ça va dépendre de la bonne volonté de Volodymyr Zelensky, d'apporter une contrepartie. Et que veulent les Américains ? Regardez ce que dit Donald Trump à ce sujet. J'ai réclamé à Kiev l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares, de métaux, notamment utilisés dans l'électronique. C'est une forme d'achat de l'Ukraine qu'il est en train de faire. LCI a 2 doigts de découvrir que cette guerre américaine n'était pas faite pour le bien de l'Ukraine. Toujours est-il que le rendez-vous de fin de semaine à Munich devrait être bousculé cette fois par les membres de l'administration de Donald Trump, à commencer par le vice-président J.D. Vance, ainsi que Keith Kellogg, mandaté non pas pour un marché sur le blé, mais pour élaborer un plan afin de mettre fin au conflit avec la Russie. Un voyage de ce dernier avait d'ailleurs déjà été annoncé pour le 20 février, dans une grosse semaine. De quoi laisser entendre que ce n'est pas à Munich que les avancées seront remarquables. En effet, cette conférence aura une fois de plus lieu sans représentation russe, mais avec Volodymyr Zelensky. Une configuration qui prouve à nouveau la cécité d'une partie des dirigeants occidentaux et tout particulièrement européens, alors que les négociations de paix se feront évidemment entre Washington et Moscou, comme le rappelait la géopolitologue Caroline Galacteros. Mais de toute façon, un accord en Ukraine sera fait, à mon avis, et ça pose beaucoup de questions, ça va être un grand marchandage. Donc ça ne va pas être simplement le théâtre européen, ça va être le théâtre européen et le théâtre moyen-oriental, au moins, à minima. Et à table, qui sera assis ? Pardon ? Qui sera assis à cette table ? Les Russes, les Américains et les Chinois derrière. C'est pas nous qui allons nous asseoir où que ce soit. Nous on est... c'est même pas entre deux chaises. On est... Voilà, on n'a rien compris. On est à contre-temps, à contre-emploi, à contre-sens. L'Europe, arc-boutée sur des principes fondés sur le double standard permanent, devrait donc être reléguée au rang des spectateurs. La conférence de Munich devrait donc être réduite en un simple spectacle, en attendant des rencontres bilatérales plus sérieuses. Dans ce cadre, la date du 9 mai, grande fête patriotique russe, pourrait être une échéance à observer de près, à plus forte raison que c'est à cette date qu'a été fixée la fin de la nouvelle échéance de la loi martiale en Ukraine.
Et justement, on l'attendait beaucoup sur le dossier ukrainien, mais pour l'heure, c'est sur la question israélo-palestinienne qu'il est très actif. Le président américain Donald Trump multiplie les menaces et entend remodeler la région selon ses aspirations. Explication d'Olivier Frère-Jacques. As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. La manière forte, alors qu'un cessez-le-feu précaire accourt en Palestine, le président des États-Unis Donald Trump a menacé de déchaîner les enfers si les otages retenus par le Hamas n'étaient pas remis à Israël avant samedi midi. Le nouveau patron de la Maison-Blanche a ensuite insisté en réclamant une libération totale et pas au compte-gouttes, réitérant ses menaces. They ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say... La méthode forte avec un ennemi d'Israël et des États-Unis donc, mais aussi avec des États alliés. Ainsi, le président américain a également menacé de couper les aides à l'Égypte et à la Jordanie si ces États refusent d'accueillir les Gazaouis. En effet, le président américain défend un plan pour la bande de Gaza qui implique le non-retour des populations arabes, une méthode qui pourrait raviver les tensions avec le Hamas et plus généralement avec la population palestinienne qui tient à retourner sur ses terres. L'injonction de Donald Trump à Amman et au Caire met aussi en exergue le caractère parfois superficiel du soutien du monde arabe à la cause palestinienne. Le président Trump a par ailleurs développé un peu son plan pour Gaza auprès de Fox News, déclarant qu'il entend construire un lieu de vie permanent pour les Gazaouis, mais que ceux-ci ne peuvent pas revenir à Gaza, qui est aujourd'hui inhabitable. Il a même affirmé que les États-Unis construiraient de belles communautés pour les Gazaouis, sans vraiment développer son propos, se contentant de dire qu'il pourrait y en avoir 5, 6 ou 2, sans toutefois préciser où. Rien de très clair donc, mais on retrouve ici une constante dans la méthode Trump. Comme pour le désengagement financier de l'OTAN ou dans l'USAID, le président américain entend faire participer d'autres parties que les États-Unis en les incitant à mettre la main à la poche et à s'investir. Ainsi, la Jordanie et l'Égypte se trouvent aujourd'hui sollicités, comme le sont également les États européens vis-à-vis de l'OTAN. La méthode brusque et un peu baroque empruntée par Donald Trump prend tout le monde de court sans que l'on sache vraiment ce qu'il se passera samedi midi une fois l'ultimatum passé. Les États-Unis frapperont-ils directement des positions attribuées au Hamas ? L'armée américaine va-t-elle directement s'investir sur place ? Des questions qui restent sans réponse et qui pourraient en rester là si le déroulement des remises d'otages se finit promptement. Quant à la Jordanie et à l'Égypte, partenaires des pays occidentaux, notamment dans la lutte contre le terrorisme, leur prise à partie n'a pas plu aux diplomaties de ces deux États qui ont protesté, mais qui disposent de peu de marge de manœuvre face à Washington. Nouveau revirement d'Emmanuel Macron sur sa politique énergétique. Au salon de l'intelligence artificielle, le président a vanté le secteur nucléaire français. À côté du soutien aux éoliennes et de la négligence des activités stratégiques, le chef d'État semble avancer à tâtons. Élément d'explication, Renaud de Bourleuf. Emmanuel Macron, nouveau défenseur du nucléaire. Lundi, lors du sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, le président a répliqué à son homologue américain Donald Trump, qui mise sur le pétrole pour relancer le secteur énergétique de son pays. Drill, baby, drill. Here, there is no need to drill. It's just plug, baby, plug. Electricity is available. You can plug it. Visiblement, Emmanuel Macron n'a pas demandé à une intelligence artificielle de parler anglais à sa place. Mais une intelligence humaine permet de comprendre des contradictions dans ce discours. Emmanuel Macron est le président qui a entériné la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, confirmant un choix idéologique de son prédécesseur François Hollande. Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, revient sur ce nouveau revirement. On est en pleine journée de l'intelligence artificielle et du sommet de l'IA organisé par le président de la République. Et on sait très bien que l'intelligence artificielle est très consommateur d'énergie, que les data centers ont besoin d'électricité puissante, stable, non intermittent et pilotable. Et donc de ce fait, le nucléaire, parce que c'est aussi une énergie non polluante, répond à tous ces critères. Et donc effectivement, quand on veut développer la nouvelle économie,
et en particulier la nouvelle économie numérique, tout est lié à la capacité d'avoir des unités de production électrique puissantes. Et le nucléaire répond à cette attente. Et évidemment, le président Macron tout à fait compris qu'il fallait faire volte-face importante. Il l'avait commencé lors des annonces de Belfort ou du plan d'investissement 2030 en 2021, où il avait justement entamé cette volte-face très forte. Et là, force est de constater qu'il est en train de réaliser que le en même temps ne fonctionne pas, que c'est pas en mettant de l'électricité avec des énergies intermittentes, panneaux solaires avec de l'électricité quand il y a du soleil, ou éolienne avec de l'électricité quand il y a du vent, qu'on va pouvoir répondre à la demande d'électricité, sachant qu'effectivement la France peut être attractive par un coût d'électricité peu élevé, parce que l'électricité nucléaire est parmi l'électricité la moins chère en Europe. Ce qu'Emmanuel Macron a bien compris, vantant la politique énergétique de la France devant les journalistes. Qu'on produit l'électricité parmi les plus décarbonés au monde, les plus pilotables et les plus sûrs. On a un réseau le plus sûr et le plus stable, et on est exportateur de cette électricité décarbonée. Une exportation de 5 milliards d'euros en 2024. Fabien Bouglet revient sur cette information qui n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Sur le fait que la France soit exportatrice d'électricité, la réponse est tout à fait exacte. La France a un record d'exportation d'électricité cette année. Du reste, c'était une situation qui était réelle avant la crise de 2022-2023 des corrosions sous contrainte des réacteurs nucléaires qui avaient contraint la France d'arrêter plus de la moitié de ses réacteurs nucléaires. Et le président d'EDF, Luc Rémont, est en train de rétablir la situation d'une France qui exporte ses électrons de la liberté, c'est-à-dire des électrons qui vont assurer aux autres pays une électricité beaucoup plus écologique. Le souci dans l'annonce d'Emmanuel Macron, c'est qu'il occulte le fait que les 5 milliards d'euros qui sont gagnés par la France au titre de ses exportations sont en réalité pour une grande part de ces exportations subventionnés aux producteurs d'électricité d'origine éolienne ou panneaux solaires. Et donc si on prend les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie, on se rend compte que toutes les électricités subventionnées coûtent plus de 5 milliards d'euros. Ça veut dire en réalité que la France exporte pour 5 milliards d'euros, mais en réalité, elle exporte des électrons qu'elle a subventionnés auprès des exploitants des énergies renouvelables intermittentes. Et là, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, il est probable que même nos exportations nous coûtent de l'argent, puisque le coût des subventions est supérieur à ces exportations. Et c'est là le véritable biais que soulève en fait Emmanuel Macron et la véritable hypocrisie. De quoi rester pessimiste quant aux perspectives d'avenir, malgré l'intention affichée d'Emmanuel Macron de développer le nucléaire. Les subventions destinées aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques devraient coûter encore plus cher que les années précédentes. En même temps, principalement dû à des conflits entre différents lobbies. Nous n'avons pas de situation stable de notre politique énergétique qui est influencée par des lobbies, par des ONG environnementales qui sont elles-mêmes financées par des officines qui ont des intérêts étrangers à la politique énergétique de la France. Donc effectivement, au cœur du système, d'ailleurs le bras droit d'Emmanuel Macron s'appelle Benoît Faraco, il a été un des bras droits du réseau anti-nucléaire Réseau Action Climat et un des représentants de la fondation de Nicolas Hulot, qui sont vraiment des officines antinucléaires. Et donc on est au cœur d'une bataille dans l'état profond entre ceux qui prônent le nucléaire et ceux qui prônent les énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires. Et cette guerre se retraduit en France avec une politique énergétique désastreuse depuis 20 ans. Et c'est pour ça que moi j'appelle à l'urgence d'agir pour une autre politique énergétique, le changement du marché européen de l'électricité, et puis une politique énergétique digne de ce nom pour concurrencer les États-Unis. Donald Trump, il y a quelques jours, a annoncé qu'il voulait que les États-Unis soient le fournisseur d'électricité et d'énergie du monde. Il faut bien comprendre que le pays qui détient le pouvoir de distribution de l'énergie détient le pouvoir politique et que l'indépendance politique est liée à l'indépendance énergétique. Ironie de l'histoire, c'est précisément auprès des Américains qu'Emmanuel Macron s'est vanté des prouesses énergétiques de la France. Le pays de l'oncle Sam a dû apprécier en 2014 la vente au groupe américain General Electric de la branche énergie du français Alstom, une opération orchestrée par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. En 2024, General Electric est sorti grand gagnant avec 1 milliard d'euros
offert par la France pour racheter ses activités nucléaires. Avec Emmanuel Macron, la guerre énergétique est décidément une drôle de guerre. Christian Estrosi dans la tourmente. L'un de ses anciens adjoints à la mairie de Nice, Benoît Candel, mis en examen pour pas moins de 17 chefs d'inculpation avant d'être innocenté en 2019, pourrait à présent se retourner contre lui. Enquête de Louis Torcy. C'est un peu le serpent de mer de la vie politique niçoise qui rebondit ce mois-ci. L'affaire de la Semiax, cette société chargée d'améliorer le stationnement dans la ville par la mairie et qui est accusée d'avoir truqué les marchés publics pour obtenir les concessions des parkings de la ville de Nice. Christian Estrosi, le maire de la ville, n'avait jusque-là pas été inquiété par la justice, mais les choses pourraient bien changer. Benoît Candel, ancien adjoint au maire désormais passé au RN, a été lavé de tout soupçon par la justice. Mais il affirme aujourd'hui détenir les preuves que sa mise en accusation fut une tentative d'assassinat politique orchestrée par son ancien chef, autrement dit par Christian Estrosi. En 2018, le magistrat du parquet qui avait prolongé ma garde à vue, qui m'avait fait mettre en examen, a souhaité déjeuner avec moi. J'étais extrêmement surpris par cette demande puisque à l'époque, j'étais toujours mis en examen et c'est pas l'usage que un magistrat du parquet, il était à la retraite depuis 2015, demande à déjeuner par l'intermédiaire d'une tierce personne avec quelqu'un qu'il a mis en examen. Donc j'étais dans l'attente de savoir ce qu'il allait me raconter et c'est pour ça que j'ai enregistré la conversation. Une demande hautement irrégulière de la part du magistrat, puisqu'en France, un juge chargé d'une enquête n'a évidemment pas le droit de déjeuner avec une personne mise en examen au risque de porter atteinte à l'impartialité de l'enquête. Pourtant, nous avons pu accéder à un document prouvant bien qu'un déjeuner a bien eu lieu entre les deux hommes. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a innocenté Benoît Candel en 2019. Son ancien collègue, Henri Alonso, qui occupait le poste de directeur de la Semiax entre 2009 et 2013, est toujours sous le coup de l'enquête. Pour Benoît Candel, ce n'est pas la fin du combat judiciaire pour autant. Estimant sa réputation salie, il a désormais lancé des poursuites contre le magistrat chargé de l'instruction de son dossier, qu'il juge partial et biaisé. Dans ces conversations, il m'explique qu'en fait, il n'a rien à me reprocher, mais que, comme je suis un ancien gendarme, je peux comprendre la hiérarchie et qu'eux aussi, au parquet, ils sont hiérarchisés, et que lui avait reçu des instructions pour que je sois mis en examen. Donc c'est quand même quelque chose de très grave parce que depuis 2013, vous avez une loi qui stipule que les instructions individuelles dans les dossiers judiciaires sont strictement prohibées. L'ancien président de la Semiax a enregistré l'un des 3 déjeuners organisés entre lui et le magistrat et a transmis le document audio au parquet chargé de l'enquête. Dénonçant une manœuvre politique, il s'étonne du traitement de faveur dont aurait bénéficié Philippe Pradal, ancien député Horizon et maire de Nice entre 2016 et 2017. On parle de marché public qui n'aurait pas été fait correctement. Et donc, bizarrement, ce monsieur, qui était donc encore une fois président de la commission d'appel d'offres de l'entreprise, n'a jamais été entendu au cours de l'enquête. Jamais. Et alors, a fortiori, jamais mis en garde à vue. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose quand même de très étrange dans cette affaire, puisqu'on voit bien qu'on a ciblé certaines personnes au sein de l'entreprise, dont moi-même, et d'autres ont eu comme un totem d'immunité, si je puis dire. Mais selon Benoît Candel, les éléments dont il dispose pointent également la responsabilité d'un autre élu niçois bien connu de l'ensemble des Français. Dans l'enregistrement, le magistrat me dit que si... Alors lui, donc, il me dit qu'il n'avait pas de grief particulier contre moi au moment de ma mise en garde à vue. C'est quand même spectaculaire. Et derrière, il me dit, si vous voulez comprendre l'origine de votre problème, tournez-vous vers le monsieur qui est l'actuel maire de Nice, en l'occurrence monsieur Estrosi. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc là encore, ce sera à la justice de déterminer qui est à l'origine de cette affaire, puisque le magistrat lui-même reconnaît qu'il a exécuté des consignes qui lui sont venues de l'extérieur. C'est ça qu'il me dit dans l'enregistrement. La première audition de Benoît Candel aura lieu le 24 février. L'affaire pourrait avoir des conséquences nationales puisque Christian Estrosi est vice-président du parti Horizon d'Édouard Philippe, donné favori de certains sondages pour la prochaine élection présidentielle. Nous avons contacté la mairie de Nice pour donner un droit de réponse à M. Estrosi, mais nous n'avons pas reçu de réponse.
Et l'on passe à présent au Tour de France en bref. La nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel crée des remous. Lundi, Emmanuel Macron a annoncé proposer le député déchu pour succéder à Laurent Fabius. De nombreuses voix, à droite comme à gauche, soulèvent de problèmes. Il n'a pas d'expérience juridique et le litige sur les mutuelles de Bretagne, affaire de prise illégale d'intérêt, n'a jamais été tranché sur le fond pour cause de prescription. D'autres soulignent sa docilité vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui va très loin. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, contactait d'abord le chef de l'État avant de répondre à des magistrats. L'enjeu de la nomination au Conseil constitutionnel est pourtant lourd. Le mandat dure 9 ans et Richard Ferrand devrait donc couvrir les élections présidentielles de 2027 et 2032. Par ailleurs, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont aussi nommé 2 membres du Conseil, Laurence Vichnievsky, ancien magistrat et ancien député MoDem battu en 2024, et Philippe Basse, sénateur LR et ancien ministre de la Santé de Jacques Chirac. La France de plus en plus corrompue, l'ONG Transparency International vient de publier son indice de perception de la corruption et le moins que l'on puisse dire est que la situation française est alarmante. Le pays dégringole de 5 places en une année, se classant désormais au 25e rang. L'ONG pointe du doigt le nombre record de 26 ministres mis en examen depuis 2017. Le procès des financements libyens de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 et l'ouverture récente de 2 informations judiciaires par le parquet national financier sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Pour résoudre le problème, l'ONG préconise d'obliger les parlementaires, les membres de l'exécutif et leurs conseillers à rendre public leur rendez-vous avec les groupes d'intérêt, de mettre en place un contrôle continu des comptes de campagne et d'étendre les pouvoirs de contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. L'enquête sur le meurtre de la petite Louise avance. Lundi, à Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne, un individu de 23 ans a été arrêté et placé en garde à vue. Il est suspecté d'avoir assassiné la fillette de 11 ans, retrouvée morte dans la nuit de vendredi à samedi. Son père, sa mère et sa petite amie ont été placés en garde à vue mardi matin pour non-dénonciation de crime. Le suspect résidait dans le même quartier que Louise. Par ailleurs, en Seine-Maritime, un individu sans domicile fixe, se rendant souvent en Essonne, avait également été arrêté avec sa mère qui réside près de Rouen. Il était connu de la police pour des délits de droit commun et sa pièce d'identité aurait été retrouvée dans le bois sur les lieux de la découverte macabre. Ils ont tous les 2 été libérés mardi matin. Encore plus d'impôts à Paris. La municipalité socialiste entend augmenter les frais de notaire qui s'appliquent aux achats de biens immobiliers. Une mesure qui s'engouffre dans la brèche ouverte par le budget de l'État qui permet désormais au département de relever le taux de cette taxe de 4,5 à 5%. Les équipes d'Anne Hidalgo espèrent procéder à cette augmentation dès le 1er avril. L'opposition de droite fustige cette nouvelle taxe mais semble bien impuissante pour le moment, même si cette petite polémique pourrait permettre aux candidats de droite pour la mairie en 2026 de faire entendre leur voix. Et l'on continue avec l'actualité internationale. C'est la guerre entre Xavier Niel et Elon Musk. Invité sur le plateau des 4 vérités sur France 2, en marge du sommet international sur l'IA qui se déroule à Paris, le patron de Free n'a pas hésité à qualifier l'homme le plus riche du monde de garçon complexé, dangereux, voire même parfois de connard. Relayé sur X, l'extrait n'a pas tardé à faire réagir Elon Musk, qui a rappelé au monde entier le passé trouble du français, déclarant « Ce type a été envoyé en prison pour avoir été un proxénète avec un groupe de prostituées ». Le patron de Tesla faisait référence à une affaire datant de 2004. Xavier Niel avait été inquiété par la justice au sujet de Peep Show dont il était actionnaire. Accusé de proxénétisme et d'abus de biens sociaux, Xavier Niel avait été innocenté pour le premier chef d'accusation, mais condamné à 2 ans de prison avec sursis et 250 000 € d'amende pour le second. Aux États-Unis, la cuillère, symbole de la protestation contre les coupes budgétaires. Tout commence par un mail envoyé aux employés fédéraux intitulé « Fork in the Road », qui signifie en français « à la croisée des chemins ». Dans ce courriel, un ultimatum était donné aux fonctionnaires. Démissionner immédiatement et conserver leur salaire et avantages sociaux jusqu'en septembre, ou bien risquer d'être licenciés sans indemnité, une tactique déjà employée par Elon Musk lors de son rachat de Twitter en 2022. Fork se traduisant par fourchette dans la langue de Molière, les employés fédéraux ont donc commencé à utiliser l'emoji cuillère comme signe de protestation. À la tête du département de l'efficacité gouvernementale, Elon Musk espère que son initiative amènera la démission de 5 à 10% des fonctionnaires. Pour l'instant, 40 000 d'entre eux ont accepté l'offre, ce qui représente seulement 2% des effectifs. Visiblement, il reste encore du boulot au patron de SpaceX.
Et nous approchons de la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent découvrir un nouveau numéro de Choc du Monde. Édouard Chano reçoit François Soulard, français expatrié en Argentine, pour évoquer la dépense publique selon le président Javier Milei. Pour le Zoom du jour, Thibaut Verbiste, avocat en droit international, présente son ouvrage « Voyage au cœur de l'IA, du destin humain à l'âme des machines ». C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.